Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette table ronde des rencontres d'Aix en Seine 2020, dont le thème est mettre en œuvre, un modèle alternatif de croissance. Je suis François Langlais, éditorialiste à TF1, et c'est moi qui ai la charge de modérer cette session. Je vous présente tout de suite les participants. À ma gauche, c'est Hélène Ray, qui est membre du Cercle des économistes, qui a assuré la coordination de cette session, qui est professeure à la London Business School. En liaison vidéo, Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, bien sûr. Également en vidéo, à distance, Axel Weber, qui est président du conseil de surveillance de la banque UBS. Et à ma droite, Pierre-André de Chalandard, qui est patron PDG de Saint-Gobain. Donc un économiste, une banquière centrale, un banquier tout court et un industriel pour traiter ce sujet. Nous avons 50 minutes pour le faire. C'est évidemment un ordre de mission assez large, mais on va explorer, bien évidemment, avec tous nos participants, tout ça. La règle du jeu est toujours la même. C'est d'abord Hélène qui va présenter les enjeux de ce débat. On entendra ensuite chacun de nos panélistes pendant 8 minutes répondre à sa façon et vu de chez lui, en quelque sorte, à cette question du modèle alternatif de croissance. Après quoi, il y aura un échange sur le plateau et puis on prendra vos questions qui arrivent par cet écran via Internet. Hélène, c'est à toi. Merci beaucoup François et bonjour à tous, bonjour à nos intervenants. Le contexte actuel est assez difficile. La crise de la Covid est d'une violence inédite, avec un risque de chômage important qui apparaît. Et le changement climatique est là aussi, tout proche. Nous devons donc trouver le moyen de créer des emplois de bonne qualité, tout en préservant notre planète. Et quand on réfléchit à ce problème difficile, je pense qu'il faut avoir deux faits simples à l'esprit. Le premier fait simple est que le choc de la Covid a montré l'impasse d'une stratégie de décroissance pour combattre le changement climatique. Nous avons connu une baisse massive de l'activité de la pandémie. Le FMI a même prévu une récession globale d'environ 5% pour 2020, environ 10% pour la France, avec un impact majeur sur les finances publiques. C'est un choc massif sur l'économie, mais pourtant les émissions de gaz à effet de serre n'auront baissé que d'environ 8% à l'échelle de la planète en 2020. Or, il faudrait une baisse des émissions du même ordre de grandeur chaque année jusqu'en 2030 pour que la température n'augmente que de 1,5 degré. Cela veut dire, à mon avis, que nous n'arriverons pas à résoudre le problème climatique par la décroissance. Et la seule solution, c'est donc de transformer notre système de production. Donc ça, c'est le premier fait simple qu'il faut avoir à l'esprit. Le deuxième fait simple, à mon avis, c'est qu'il faut bien voir que l'impact de toute mesure qui est uniquement franco-française sur le climat est négligeable. La consommation française n'est responsable que de 1,5% des émissions globales mondiales. Nous avons donc besoin, à minima, d'une stratégie européenne. Donc, quelle pourrait être cette stratégie ? Là, je vais mettre en avant 3 idées que je pense aussi être 3 nécessités. La première nécessité, c'est qu'il faut un investissement massif dans la recherche publique et privée en Europe, dans le domaine de l'énergie en particulier. Donc il faut mettre des moyens de recherche très importants sur la capture du carbone, par exemple, sur l'hydrogène, et pour des technologies qui n'existent pas encore, mais qu'il nous faudra bien inventer. Donc je parle ici d'un investissement très important qui est un peu du type projet Manhattan ou projet Apollo. La deuxième idée, c'est qu'on n'arrivera pas à changer notre économie sans donner un prix au carbone. Et ce prix du carbone devrait refléter le vrai coût des émissions de CO2 pour la planète. Pour que l'appareil productif se réorganise, il faut que les investissements aillent dans les bons secteurs. Il faut donc que le prix du carbone décourage les investissements dans les technologies les plus polluantes, les plus marrons, et encourage les investissements dans les technologies vertes. Et pour ce faire, je pense qu'on peut construire sur le système existant, qui est le système européen de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Simplement, il faudrait le renforcer, augmenter son périmètre. Et je pense qu'il faudrait se servir de ce système pour faire croître le prix des émissions de gaz de façon
prévisible sur le territoire européen entre maintenant et 2050. Grâce à un prix du carbone qui augmenterait au cours du temps de façon prévisible, les investisseurs pourront allouer leur capital vers les activités les moins carbonées, qui seront aussi les plus rentables. Et à l'inverse, les technologies polluantes auront des rendements de plus en plus bas et seront abandonnées. De façon cruciale, et c'est d'ailleurs un des éléments qui est ressorti de la Convention citoyenne sur le climat, il faudrait aussi un ajustement du prix du carbone à nos frontières. C'est vraiment très important pour éviter le dumping carbone, et c'est tout à fait complémentaire au prix du carbone. Troisième idée, je pense que c'est aussi une nécessité, le secteur privé doit être mobilisé avec des règles comptables qui prennent en compte le contenu carbone des activités de façon obligatoire. Là, on peut penser à ce que les entreprises puissent être amenées à indiquer leurs cibles d'émissions, à indiquer des plans de transition, à indiquer des rapports d'étape qui peuvent être surveillés par les consommateurs et aussi par les investisseurs. Et il faudrait aussi que les politiques de compensation soient reliées à leur progrès en termes de transformation vers l'économie verte. Je conclurai en disant que plus généralement, il faudrait qu'un nombre de croissant d'entreprises prennent vraiment le statut d'entreprise à mission. Et cela permettrait de mettre de façon beaucoup plus transparente des indicateurs environnementaux, mais aussi sociaux, dans les objectifs des entreprises. Et cela devrait permettre en particulier une gestion beaucoup plus solidaire des écosystèmes de production. Et cela devrait aussi diminuer les inégalités de statut et de compensation entre les travailleurs. Donc voilà ces idées pour lancer le débat, François. Merci Hélène pour ce cadrage et ces préconisations sur lesquelles je crois nos trois intervenants reviendront dans un instant. Christine Lagarde, bonjour à vous. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, présidente de la Banque Centrale Européenne, c'est l'une des plus grandes du monde. Si j'étais un peu provocateur, je vous demanderais, mais que vient faire une banque centrale dans la croissance verte? Est-ce que c'est son rôle? Et si oui, en quoi exactement? Merci François. Et bonjour à tous les intervenants, bonjour à tous ceux qui nous écoutent aussi aujourd'hui. Je vais répondre très précisément à votre question dans mon troisième point, parce que ça me paraît fondamental, mais je voudrais d'abord, dans un premier temps, essayer de qualifier un peu l'impact de la pandémie à laquelle nous avons été tous soumis et que nous avons subi. Et deuxièmement, identifier de quelle manière l'Europe est en excellente position pour répondre à cette transition en marche. Et puis après, je me concentrerai précisément sur la question que vous venez de poser. Alors premièrement, la crise du coronavirus, je pense qu'on s'interrogera longuement pour savoir si c'était d'abord un choc d'offre, ensuite un choc de demande, lequel des deux a été le plus important. Moi, ça m'intéresse modérément finalement. Ce qui m'intéresse en revanche beaucoup plus, c'est de quelle manière cette crise va changer profondément la structure de nos économies et de quelle manière elle va être une accélération de transformation qui était déjà latente dans nos économies. Que ce soit par l'accélération de la numérisation dans les services ou l'automatisation dans les industries, très clairement, les cycles de fabrication, les prestations de services vont s'effectuer de manière différente. On estime en ce moment que la crise devrait entraîner une contraction des chaînes d'approvisionnement de l'ordre de 35% et une augmentation de la robotisation dans les industries de l'ordre de 70 à 75%. De la même manière, l'expérimentation qu'on a fait tous, en tout cas dans les économies avancées, du télétravail, va transformer les modes de fonctionnement de l'ensemble des salariés. Et on s'aperçoit par exemple qu'aujourd'hui, notamment aux États-Unis, l'ensemble des employeurs considèrent que tous les salariés travailleront au moins 1, voire 2 jours de chez eux plutôt que du bureau. Troisièmement, en ce qui concerne le commerce, on a vu s'accélérer depuis le début de l'année 2020 et à un mode supérieur encore à partir du mois de mars, une accélération des paiements en ligne qui probablement va développer ce type de commerce au détriment du commerce plus traditionnel. Donc on le voit en fabrication, en travail, en commerce, ce que nous venons de vivre va accélérer les transformations et va entraîner probablement une évolution vers un mode de vie qui sera
plus soutenable et plus écologique. Alors pourquoi est-ce que, moi je pense que l'Europe est très bien placée pour effectuer cette transition massive. D'abord, il faut savoir que l'Europe aujourd'hui héberge le plus vaste secteur d'économie circulaire et d'innovation écologique au monde. Deuxièmement, l'euro, la monnaie, notre monnaie, est la première monnaie au monde pour l'émission d'obligations vertes. 44% des émissions d'obligations vertes sont libellées en euros. Et puis troisièmement, les Européens sont prêts à adopter un mode de vie plus écologique. Quand on regarde en particulier les études d'impact, les sondages qui sont effectués, on s'aperçoit qu'environ 94% des Européens jugent l'environnement important pour eux. Ce n'est pas suffisant, évidemment. Et il faut un cadre de politique économique qui permette de mobiliser les financements et de s'assurer que les nouvelles technologies soient adoptées de manière efficace et symétrique à travers l'Europe. Et ça, je pense que l'imagination fertile des financiers doit se déployer dans ce domaine pour arriver à trouver des instruments nouveaux pour financer ces besoins. Aujourd'hui, selon les estimations qui ont été effectuées par la Commission européenne, les besoins d'investissement pour la transition numérique et écologique de l'Union européenne pour les 2 seules prochaines années se chiffrent à 1 200 milliards d'euros. Deuxième avantage, ça c'est les besoins de financement. Alors, quel est l'intérêt? C'est évidemment la taille d'un marché. Or, le marché intérieur européen, qu'il s'agisse de la zone euro ou de l'Union européenne, est évidemment tout à fait intéressant. Et c'est la raison pour laquelle il faut avancer vers un marché commun du numérique qui prenne le relais du marché commun qui avait été mis en place il y a plusieurs décennies. Et les politiques nationales sont décisives, mais elles sont décisives de façon coordonnée. Je crois qu'on a tous entendu que la sortie de crise va se faire de manière dispersée, fragmentée, et qu'il est impératif d'arriver à lutter contre ce risque de fragmentation. C'est la même chose dans le domaine du stock de capital intangible. Il faut absolument qu'on arrive à une espèce d'harmonisation des investissements. On sait aujourd'hui, par exemple, que le stock réel de capital dans le domaine corporel a été multiplié par 4 en Allemagne au cours des années 95 à 2015, alors qu'il n'a été multiplié que par 1,5 en Italie ou 2,6 au Portugal. Donc là, il va falloir vraiment concentrer les investissements pour réduire ces risques d'écart. Et j'en viens à mon troisième point, parce que je pense que c'est celui qu'on doit chacun individuellement se poser dans nos domaines respectifs. Ces transitions doivent nous amener, dans les domaines qui sont les nôtres, là où nous sommes, avec ce que nous faisons, à reconsidérer, questionner, pour utiliser un anglicisme barbare, la manière dont nous fonctionnons, la manière dont nous servons nos missions. Et je voudrais donc mesurer cela à l'aune de ce qui est ma mission et mon métier maintenant, qui est de mettre en œuvre une politique monétaire dans la zone euro qui serve la stabilité des prix. On est en face de 2 grands changements de structure en ce qui nous concerne en termes de politique monétaire, et je voudrais examiner en quoi ces changements de structure et les changements d'appréciation de risque nous amènent à avoir un regard différent. Les changements de structure peuvent évidemment avoir une influence sur l'inflation, qui nous sert de mesure de la stabilité des prix. Car les transitions vers de nouveaux modèles économiques seront disruptives. Elles seront probablement plus destructrices dans les 2 premières années. Elles toucheront évidemment l'emploi, la production, et ça peut être très négatif si ça va très vite. Et ensuite, on peut espérer que ça améliore les facteurs de productivité. Donc, la dynamique de l'inflation sera nécessairement affectée, avec probablement un aspect désinflationniste ou déflationniste dans un premier temps, et ensuite une dynamique d'inflation qu'il faudra évidemment anticiper, qu'il faudra mesurer, mais dont on sait qu'elle reposera probablement, si on a une augmentation de la productivité, sur une augmentation du taux d'intérêt naturel, qui redonnera de la marge de manœuvre. Dans un premier temps, si on se fixe simplement sur le court terme, il est clair que la transition pèsera sur l'inflation, ce que l'on prévoit actuellement jusqu'en 2022, puisque c'est notre horizon de moyen terme, et que pendant cette période-là, la politique monétaire de la BCE devra rester accommodante, ce qui aidera d'ailleurs au passage des processus de réallocation. Deuxième observation, le coût très bas du capital aujourd'hui
encouragera les investissements vers des secteurs d'avenir et créera des opportunités d'emploi pour des salariés qui quitteront des secteurs en déclin et qui devront se réajuster aux nouveaux secteurs. Ça, c'est la première conséquence des changements structurels. Deuxième conséquence aussi, elle concerne le domaine des paiements, qui est une des missions clés de la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté au cours des 3 derniers mois, c'est une augmentation sensible de l'usage des paiements sans contact. J'en profite au passage pour signaler que le billet de banque n'est pas plus conducteur de virus que tout autre mode tactile portant sur n'importe quel textile. Donc, les billets ne vont pas sortir de la circulation pour ceux qui sont attachés au paiement en cash. Mais le fait est que l'usage des paiements sans contact s'est considérablement développé et que dans ces conditions-là, à la fois les mécanismes de paiement entre banques centrales et entre banques, entre utilisateurs final et secteur financier, devront être développés de manière numérique. Je me réjouis d'ailleurs à ce sujet qu'un certain nombre de banques allemandes, françaises, italiennes, hollandaises, espagnoles se soient mises ensemble au cours des 2 derniers jours pour mettre en place une plateforme qui permette une solution européenne à ces paiements numériques qui seront effectués de manière beaucoup plus importante dans les mois et dans les années qui viennent. Il faut impérativement que, à la fois en termes de plateforme, en termes de mode transfrontalier de paiement et en mode de paiement sans contact, les Européens, ensemble, fournissent une solution qui soit à la fois sûre, d'où le rôle important du régulateur, le rôle important du banquier central, qui soit souple et qui permette d'aller dans tous les pays de l'Union européenne, en tout cas évidemment dans tous les pays de la zone euro. Merci beaucoup, Christine. Ah, pardon. J'ai un troisième dernier élément auquel je suis extrêmement attaché, c'est le changement de l'appréciation des risques. Il est clair qu'on aura, à raison de ce coronavirus, une augmentation des inégalités. C'est le cas dans la plupart des grandes crises et des grandes pandémies, donc une augmentation des inégalités qui forcément aura des conséquences macroéconomiques, sociales, sur lesquelles ce qui n'est pas aujourd'hui mon métier, mais qui aura forcément aussi des conséquences pour une politique monétaire. Ça entraînera des taux d'épargne différents, ça entraînera des consommations différentes et évidemment, on doit en tenir compte. La soutenabilité environnementale, elle aussi, va avoir un impact important. Clairement, les phénomènes de sécheresse, les nouvelles dynamiques inflationnistes seront affectés profondément par le risque écologique et la nécessité de sauvegarder impérativement l'environnement. Donc, sur ce terrain-là, je crois que tous les banquiers centraux, en tout cas tous ceux qui font partie du réseau visant à verdir les politiques monétaires, sont d'accord. On est une 60aine de banques centrales participantes à ce réseau et on doit, dans tous les domaines d'activité qui sont les nôtres, qu'il s'agisse des modèles économiques, qu'il s'agisse de l'évaluation des collatéraux, qu'il s'agisse des politiques d'achat, on doit impérativement s'interroger, explorer la manière dont on peut répondre aux défis environnementaux. Alors, je suis déjà passée par là lorsque j'étais directrice générale du FMI. Il a été laborieux de convaincre l'ensemble du conseil d'administration représentant 189 pays de ce que le risque environnemental est un risque de nature macroéconomique. Et je suis déterminée à mener le même débat avec mes amis du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne pour s'assurer que dans tous les domaines qui sont les nôtres, le risque climatique, le risque portant sur le respect de la biodiversité soit aussi pris en compte dans nos activités. Je crois que le Parlement européen a été déterminant en avançant sur la taxonomie. Ça n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Ça ne se fera pas en un jour, mais on doit impérativement s'interroger et examiner domaine par domaine, activité par activité, stress test par stress test, publication par publication pour vérifier si oui ou non les risques environnementaux sont pris en compte. Merci François, j'en ai terminé.
Et à vous, Christine. Merci pour cet exposé. On reviendra bien sûr sur les points que vous avez évoqués. Vous avez même trouvé le temps de nous rassurer sur la sécurité sanitaire des billets. On va écouter maintenant Axel Weber. Monsieur Weber, vous êtes, je l'ai dit, le patron du conseil de surveillance de la banque UBS. C'est l'une des plus grandes banques mondiales. On est occupé ce matin par un thème qui a des enjeux de moyen et de long terme. La finance, au contraire, est réputée penser à court terme. Peut-on réconcilier la finance et le long terme à l'occasion de cette réflexion sur le modèle alternatif, et si oui, comment? Je crois que nous le pouvons. Merci de m'avoir invité à cette session. C'est un plaisir et un honneur de me trouver parmi ce groupe d'économistes français distingués dont je connais un grand nombre d'entre vous. Bien sûr, Christine, une amie de longue date. Je suis banquier aujourd'hui, mais j'ai été auparavant banquier central et économiste. Donc j'ai une partie de mon cerveau qui travaille sur la finance et les enjeux de court terme, mais aussi une partie de mon cerveau travaille sur le plus long terme. La crise de la Covid-19, c'était un risque pour lequel nous étions insuffisamment préparés. Le changement climatique est un autre risque qui est en principe connu, mais nous sommes aussi insuffisamment préparés pour ce risque. Et je crois qu'il est important que nous agissions dès maintenant, avant que dans ce domaine aussi, nous nous trouvions dans une situation catastrophique, notamment pour le changement climatique. Il est temps d'agir. Dans les crises précédentes, nous n'avons pas agi assez tôt, et pour celle-ci, il faut que nous le fassions. Le risque climatique est à l'ordre du jour des gouvernements, beaucoup plus que ne l'était la crise de la Covid. Mais on peut dire que l'approche actuelle est trop fragmentée et ne fonctionne pas. Et Hélène l'a dit très justement, nous n'avons pas réussi à stabiliser l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, loin de là. Et nous sommes encore plus loin de la réduire jusqu'à un niveau qui soit compatible avec zéro émission nette d'ici à 2050, ce qui est nécessaire pour limiter l'augmentation à 2% de la température mondiale. Donc il faut agir. Cette tâche qui est la nôtre, pour comparer, l'Agence internationale de l'énergie a estimé que nous avons besoin de 3,5 trillions par an d'investissements dans le secteur de l'énergie et de la transformation énergétique. Plus de 100 trillions d'investissements pour parvenir à l'objectif de moins de 2%, l'objectif climatique. Et donc, il faut que nous construisions un univers qui a la même capitalisation boursière, même supérieure, que les marchés boursiers existants aujourd'hui dans le monde. Et ça, c'est un système que nous avons mis plus d'un siècle à construire. Et nous devons agir rapidement, nous devons le faire d'ici à 2050. Donc c'est une tâche formidable et considérable. Pour moi, la grande majorité des mesures d'action adoptées sont médiocres. Il s'agit de régulation, de restriction, de subventions, de politique et de... tout cela est très utile, mais n'est pas suffisant pour changer visiblement la situation dans ce contexte. Ce qu'il nous faut, c'est un système fondé sur le marché, avec un prix du carbone. Ça, c'est le système de choix, en fait, qui nous permettra d'avancer. Comme le disait Hélène, il doit être fondé sur le système des droits d'émission de l'Union européenne au départ, mais il n'est pas suffisant, il n'est pas assez complet. 20% seulement de l'activité carbonée mondiale est couvert par un système de prix du carbone. Et sur ces 20%, seulement 5%, c'est-à-dire au total 1%, est un prix qui permettrait d'atteindre les objectifs de température. Donc c'est une tâche considérable. Il faut passer de 99% qui sont liés au système de quotas au prix. Et cela ne suffit pas, et la finance peut jouer un rôle.
un prix mondial du carbone qui sera intégré au marché financier pourrait permettre d'atteindre un système mondial de finances qui, à la différence du système traditionnel qui était basé sur des taux de référence comme le Libor, permettrait d'atteindre les objectifs, et tout cela doit être conçu autour du prix du carbone uniquement. Comme le disait Hélène, si le prix du carbone est fondé sur différents pays, il faut un ajustement, il faut une taxe d'ajustement aux frontières. C'est comme les taux de change pour s'assurer que les devises traversent les pays. Il faut qu'il y ait un système d'égalisation des prix. Il faudrait donc une taxe d'ajustement tout aussi nécessaire qu'un système de prix carbone. Et alors, il faudrait un système financier complètement différent, avec des marchés, des produits dérivés de futurs, etc. Et le système financier a la capacité de construire ce système. Donc je dirais, eh bien, il faut faire entrer la finance dans cet objectif et développer, que le système financier développe l'infrastructure nécessaire. Les marchés dérivés sont très importants. Si vous avez des marchés de futurs pour un marché qui prend 10 ans d'émissions de carbone, si vous pouvez acheter et vendre le prix du carbone pour cette période, eh bien, vous êtes en mesure d'avoir une exécution fiable des projets, et alors vous pouvez mener des projets à plus long terme parce que vous avez une certitude, moins de volatilité, plutôt que si les prix sont volatiles. À mon avis, c'est que dans cette crise de pandémie, les banques n'ont pas été à la source de cette crise. Nous étions à l'origine de la précédente crise et nous avons pu canaliser les fonds où il le fallait, et nous avons contribué à la solution. En tout cas, en Suisse, les banques ont beaucoup contribué au redressement de l'économie réelle. Nous pouvons faire la même chose pour le carbone. Donc, il faut que le système financier devienne une partie de la solution. Merci. Michel Weber, merci. On a noté une convergence entre vous et Hélène sur justement ce prix du carbone mondial, mais avec un mécanisme d'ajustement aux frontières qui permettrait juste de réguler les différences. On a noté aussi, bien sûr, votre plaidoyer pour l'industrie de la finance, on n'en attendait pas moins de vous, mais aussi pour le marché, hein, comme instrument de régulation. Pierre-André de Chalandard, vous êtes grand patron, vous dirigez Saint-Gobain. Comment est-ce qu'une entreprise comme la vôtre peut intégrer les contraintes de ce modèle alternatif de croissance et au-delà de ça, quelle est selon vous la force la plus efficace pour faire bouger une entreprise, les entreprises en matière de croissance verte? Est-ce que c'est la régulation et la fiscalité, justement avec un prix du carbone? Est-ce que c'est la pression du consommateur? Est-ce que c'est la bonne volonté? Un peu de tout ça. Hein. Mais d'abord, je voudrais revenir un peu sur ce qui est en train de changer. Comme toutes les crises, et Christine Lagarde l'a dit avant moi, celle du Covid, elle a accentué certaines tendances récentes, mais préexistantes. Et en ce qui me concerne, j'en retiens 4. La première, c'est que la globalisation, qui a eu des effets très bénéfiques, il faut le rappeler, elle est aujourd'hui définitivement mise en question. Les chaînes logistiques sont apparues fragiles. Nous avons pris conscience, à juste titre, de notre dépendance sur un certain nombre d'axes stratégiques et donnant le sentiment qu'on ne maîtrisait plus tout à fait notre destin. Quant à la désindustrialisation, elle a été révélée en plein jour avec son impact sur le chômage. En miroir de ça, le retour en grâce de la puissance publique au niveau national s'est affirmé autour des notions de service public et de souveraineté, avec l'aspiration très forte à reprendre le contrôle sur une mondialisation vécue comme subie. Troisième tendance, l'explosion des technologies digitales. Là, j'y reviens pas parce que Christine Lagarde en a parlé abondamment, juste pour rajouter que ça a aussi contribué à globaliser l'émotion et à accentuer l'instantanéité de l'information, avec une faculté de passer rapidement d'un sujet à l'autre, aussi important soit-il. Ce règne de l'émotion et de l'immédiateté, c'est donc celui du temps court, et il s'oppose au temps long des grandes mutations économiques, écologiques et sociales, et c'est très important. Et puis quatrièmement, en toile de fond, je crois que la montée de l'exigence environnementale est très, très, très claire, avec un lien qui s'est fait entre la santé, le bien-être et la protection de la planète.
Et donc, il est donc clair que le monde d'après, qui est d'ailleurs le monde déjà d'aujourd'hui, ce sera un monde qui sera à la fois plus local, plus digital et plus durable. Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de départ d'Hélène. Si croissance il y en a, et ce que je crois profondément, même si certains récusent, mais elle a fait une démonstration éclatante, cette croissance, elle ne pourra être que durable et inclusive. Et je crois que cette croissance durable et inclusive, elle passe par l'industrie. J'en suis convaincu. C'est, j'allais dire, le moindre des choses quand on est industriel. Donc il n'y aura ni croissance, ni avenir collectif, de mon point de vue, sans renaissance industrielle. L'industrie, c'est une composante forte de notre avenir parce qu'elle est précisément confrontée aux grands défis du siècle qui s'ouvre. Le défi démographique, le défi de l'écologie, le défi de la santé, l'aspiration à mieux vivre. Les grandes épopées que notre humanité va traverser, elles se feront avec l'industrie ou elles se feront pas. Cette conviction, elle doit cependant se confronter à plusieurs constats. Le premier constat, c'est que l'opinion publique reste ambiguë vis-à-vis de l'industrie. Elle est souvent vue comme encore vieillotte, polluante, méprisante, capitaliste. Même si elle est aussi de plus en plus reconnue comme pourvoyeuse d'emplois qualifiés et une contribution essentielle à notre indépendance stratégique. Même lorsqu'elle ne représente plus que 12 à 15% du PIB d'un pays, sa criticité est d'autant plus tangible dans les pays comme la France, où sa part s'est atrophiée, ou les pays qui dépendent massivement de pays lointains pour assurer leur approvisionnement. L'histoire des masques pendant la crise du Covid en la matière est éloquente et elle nous a fait beaucoup progresser sur l'importance d'une industrie souveraine. Et je crois qu'elle nous fait définitivement oublier le modèle faiblesse de Serge Turuc. L'industrie aujourd'hui et l'industrie demain, ce sont des usines, ce sont des centres de recherche, d'innovation, des équipements technologiques maillés par de multiples réseaux. C'est aussi des emplois locaux. L'industrie est un acteur essentiel des territoires et du dynamisme local. Et ce sont enfin des femmes et des hommes qui collaborent à la réalisation d'œuvres utiles. Mon deuxième constat, c'est que toutes les industries ne sont pas logées à la même enseigne. Elles sont très différentes dans leur impact environnemental. Le train par rapport à la voiture, dans leur rapport à l'emploi, c'est le sujet de la numérisation et de la robotisation dont a parlé Christine tout à l'heure, dans leur logistique, avec des industries locales qui fabriquent et vendent au même endroit, comme Saint-Gobain par exemple dans la construction, et d'autres industries où les produits voyagent plus loin et qui sont donc par définition plus globales. Dans leur dépendance et l'accès aux ressources, ont-elles ou non besoin de composants rares ? Dans les enjeux de souveraineté qu'elles présentent, sachant que la définition des industries de souveraineté n'est pas évidente. Quid par exemple aujourd'hui de la sidérurgie, ou pour prendre un débat encore plus récent, du paracétamol. Dans leur capacité d'investissement enfin. Et donc il n'y a pas de solution unique à l'avenir de l'industrie. Le rythme et la teneur de la contribution à une croissance inclusive et durable de l'industrie sera donc variable d'un segment à l'autre, et je crois qu'il faut l'accepter. Troisième constat, l'industrie, elle est liée au temps long. Quand Saint-Gobain s'engage à être zéro net émetteur de carbone en 2050, ça veut dire des efforts considérables dès aujourd'hui, mais peu de résultats à très court terme. Malheureusement, ce calendrier et ces efforts, ils sont inaudibles pour une Greta Thunberg. Et par ailleurs, l'industrie ne pourra pas faire ces efforts et réussir cette inflexion toute seule. Ces efforts doivent être accompagnés et surtout accélérés par la puissance publique, et on en a déjà parlé, qu'il s'agisse du financement de grands projets, qu'il s'agisse d'incitations positives par des subventions directes, ou bien sûr par le prix du carbone, mais ce n'est pas le seul sujet pour mon point de vue, et par les incitations éventuellement négatives, de taxation, voire d'interdiction, un mot qui est revenu à la mode avec la Convention citoyenne. Tout cela donc redessine aussi les relations entre les entreprises et l'État, sans oublier bien sûr l'échelon européen, pour éviter les distorsions de concurrence, avec notamment l'instauration de mécanismes d'inclusion carbone aux frontières. Et là, je suis complètement d'accord avec à la fois Hélène et Axel Weber. Ces relations seront donc différentes de ce qu'on a connu. Un exemple. Qui aurait pu imaginer encore récemment que les contreparties demandées par l'État à Renault ou à Air France pour leur octroyer des aides pendant la crise, ce seraient des efforts supplémentaires sur le véhicule électrique et les batteries, dans un cas, et l'abandon de lignes au profit du train dans l'autre. Face à cette réalité,
l'industrie au service d'une croissance inclusive et durable est amenée à évoluer pour être elle-même plus inclusive et plus durable. Ça passe donc par une industrie plus digitale, plus locale et qui intègre totalement les problématiques environnementales. Avec en tête le fait que ces trois évolutions sont intrinsèquement liées. Production locale et circuits courts permettent de réduire l'empreinte environnementale et de lutter contre le changement climatique. Le digital, c'est le moyen de faciliter cette production locale et de réussir la transition énergétique. Toutes ensemble, elles permettent de dessiner un modèle capitaliste plus responsable, plus inclusif, par la création d'emplois qualifiés, notamment pour les jeunes, et par la revitalisation des territoires. Ce modèle est sans aucun doute une réponse aux attentes de la société, mais c'est aussi, pour les entreprises, un facteur de performance et d'attractivité. Et je voudrais conclure sur ce sujet de la raison d'être de l'entreprise. Une entreprise inclusive qui rend indissociable développement et progrès environnemental et social est par nature une entreprise qui a une mission, une entreprise qui s'est dotée d'une raison d'être. Réfléchir à la raison d'être, c'est réfléchir à la finalité de l'entreprise. Et celle-ci ne doit pas être une coquille vide, mais s'inscrire dans une démarche intégrée, dans une véritable cadre stratégique et reposer sur des engagements réels dans la durée. Alors après, faut-il, c'est la question d'Hélène, aller jusqu'à inscrire cette mission dans les statuts de l'entreprise pour accélérer sa transition vers un modèle plus inclusif? Ça ne me paraît pas indispensable et je pense à l'inverse que ça comporte toute une série de risques, notamment sur le plan juridique et de contentieux, ce qui n'est pas très incitatif pour l'entreprise. Donc je doute que beaucoup le fassent. Par contre, il y a beaucoup d'autres leviers pour faire bouger les lignes. Au-delà de l'évolution des investisseurs, et de ce point de vue-là, on attend beaucoup, Axel Weber, qu'on soit poussé par les financiers, je pense à la demande de sens qui émane de plus en plus fortement des salariés, et en particulier des jeunes, mais aussi des consommateurs. Donc j'en suis convaincu, les entreprises qui veulent être attractives et performantes, elles adopteront un modèle de croissance inclusif et durable. Merci Pierre-André, merci à vous. Vous êtes prononcé aussi pour le mécanisme donc, de prix du carbone et de correction à la frontière. Christine, vous êtes la seule des quatre qui n'avait pas pris parti en quelque sorte sur ce... Est-ce que c'est une bonne idée, vu de chez vous, d'instaurer un prix du carbone et de lui associer un mécanisme de taxe aux frontières de façon à corriger les éventuelles différences avec les importations ? Je vous réponds en portant un double chapeau, le chapeau d'ancienne directrice générale du FMI, qui a publié, qui s'est battue pour cette cause-là, pour un prix du carbone suffisant, probablement en augmentation régulière, parce qu'on peut pas de manière très rapide intégrer un prix du carbone qui serait le juste prix. Le juste prix, il oscille autour de 70 à 80 $ la tonne, et faire ça de manière très, très rapide, c'est compliqué, comme l'ont montré un certain nombre de pays. Mais bien évidemment, il faut intégrer les externalités dans la définition du prix. Il faut le faire de manière graduelle, déterminée, et il faut, pour ceux des pays qui n'intègrent pas ce type d'externalité, avoir un mécanisme de taxe d'ajustement aux frontières qui, s'il était mis en place de manière universelle, serait une excellente solution. Vous savez que les États-Unis, il y a 3-4 ans, avaient envisagé, 3 ans, puisque c'était 3 ans, avaient envisagé ce mécanisme-là. Si c'est sur un seul pays, c'est fort compliqué, c'est pas forcément conforme aux règles de l'OMC, mais une taxe d'ajustement aux frontières généralisée et une fixation du prix du carbone qui graduellement augmente jusqu'à représenter de manière exacte l'externalité en question, bien entendu que c'est efficace. Et puis je pense que ça peut avoir des incidences en termes de prix qui impacteraient la politique monétaire. Oui. Sans doute. Axel Weber, Pierre-André de Chalandard disait à l'instant, j'espère que les investisseurs vont nous pousser à accélérer la transition énergétique. Est-ce que c'est votre sentiment que la finance, et derrière la finance, les investisseurs, parce que c'est leur argent, sont prêts à aiguillonner les forces productives de l'économie pour aller plus vite vers un modèle alternatif de croissance? Absolutely, we can... Évidemment, on voit déjà
que beaucoup de fonds de pension américains, des investisseurs américains et des institutions financières très importantes aux États-Unis et de ce côté de l'Atlantique vont bien plus loin que bien des États, y compris de l'État américain. Sur cette question, il y a une demande pour cela parmi nos clients, y compris les clients institutionnels et les clients privés. Lorsqu'on parle des familles qui veulent investir leur argent, ce sont les milléniaux, la prochaine génération, qui veulent changer leur portefeuille pour être à un niveau de carbone zéro. Mais on n'a pas tous les outils encore. Les banques sont prêtes à les développer, de faire partie. On a un marché de compensation offset market qui n'a pas été cité encore. Ce qu'on paie à quelqu'un qui améliore l'environnement et qui réduit les émissions, c'est encore une fois le prix de carbone. Tout tourne autour de ce prix sur lequel on peut construire les marchés de l'avenir. Alors, je suis d'accord que l'industrie du finance doit participer et est prête à participer. Il y a une demande de la part des clients et on a les capacités pour mettre cela en place comme on a fait dans les marchés traditionnels et avec les investissements traditionnels. Non, pardon, je pense que je suis arrivée au bout. Merci de votre réponse. Et, les questions arrivent de nos téléspectateurs, en quelque sorte. Une question pour vous, Pierre-André, sur l'évolution des zones urbaines et des zones rurales, de leur part relative sur la Terre, au fond, vous qui êtes un industriel de la construction, et les conséquences que ça peut avoir justement sur le modèle de croissance durable. Alors, c'est très intéressant parce que globalement, depuis une quinzaine d'années, on voit une accélération extrêmement forte de l'urbanisation dans toutes les zones de la planète, avec les grandes mégapoles et les grandes villes. C'est pour ça que d'ailleurs c'est important de garder des autres territoires et que l'industrie elle n'est pas dans les villes, mais c'est pas la question, mais je pense que c'est très important de ce point de vue-là. Est-ce que ça va être un peu remis en cause par le sujet sanitaire? Et d'ailleurs, la ville c'est plutôt mieux. Globalement, c'est plutôt mieux aujourd'hui, compte tenu de la mobilité qui est qui n'est pas électrique. Compte tenu de la mobilité, les grandes villes, c'est plutôt mieux, parce que et le fait d'habiter en vertical, c'est plutôt mieux pour le CO2. Bon, avec la santé. Et la crise Covid nous a fait réfléchir là-dessus. Est-ce qu'on va revenir vers j'allais dire un système plus anglais qu'un système plus new-yorkais ou parisien, où on va être plus horizontal, parce que tout le monde a apprécié, ceux qui étaient confinés avec un jardin, ils étaient mieux que les autres. Est-ce que ça va faire évoluer? Je ne sais pas encore. Je crois qu'il est encore un peu trop tôt pour le dire. Mais je pense aussi, si vous voulez, que l'électrification des transports, et je pense que pour les transports, moi je connais mieux la construction, mais l'électrification des transports va changer pas mal cette donnée et permettra d'avoir un aménagement de l'espace qui sera indépendant, j'allais dire, justement, de ce qu'on veut obtenir en CO2. Autre question, probablement pour vous, Hélène, sur l'impact des tendances démographiques sur le sujet qui nous occupe. Comment est-ce qu'une macroéconomiste comme vous appréhende-t-elle cette question ? Donc sur la croissance, bien sûr, quand on réfléchit aux tendances démographiques, on pense au vieillissement de la population dans les économies développées et donc au changement de consommation, de type de consommation, au changement d'épargne qui peuvent intervenir. Donc ça va dépendre énormément donc des pays considérés. Et je dirais qu'il y a aussi un aspect de la démographie qui est intéressant, qui est sur l'innovation et le fait que beaucoup des innovateurs en sciences ont été dans le passé des gens plutôt jeunes, et on peut se demander quel est le lien entre la démographie et le vieillissement de la population et l'innovation, ou si avec l'avènement de vie beaucoup plus longue, donc espérance de vie de 100 ans, etc. Et si nous arrivons à mettre en place des formations continues beaucoup plus tout le long des étapes de la vie, si justement la digitalisation nous permet d'augmenter l'éducation des gens à toutes les étapes de la vie, des formations pertinentes, etc. Si nous pouvions rendre en fait la vie professionnelle de beaucoup de gens beaucoup plus
riche en fait et permettre des innovations tout le long de la vie, des changements de secteur. J'ai l'impression que c'est un peu le type de société vers lequel nous nous dirigeons et que c'est, à vrai dire, très souhaitable. Et en particulier avec les ruptures que nous vivons en ce moment et les réorientations assez fondamentales. On a quand même vu, là, tout le monde a parlé de réorientation vraiment fondamentale en termes d'économie verte, en termes de digitalisation. Ce sont vraiment des sujets qui devraient nous préoccuper énormément et la mise en place de ces nouvelles techniques d'éducation et de formation, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut réorienter les gens dans des secteurs en croissance et c'est maintenant qu'il faut commencer. Donc je pense que c'est vraiment très intéressant cette problématique. Si je peux juste rajouter une chose, parce qu'on a beaucoup parlé du prix du carbone, etc. Et je voudrais quand même rajouter que quand on parle d'accroissement du prix du carbone et d'ajustement aux frontières, donc c'est le bon système pour progresser, mais il faut quand même réfléchir aux effets redistributifs que ça a. Et protéger les populations fragiles. Et ça, on n'en a pas parlé. Et donc, donner un dividende carbone aux citoyens. Pour éviter le syndrome gilet jaune. Mais c'est tout à fait juste. Il faut redistribuer le dividende carbone aux citoyens de la façon la plus progressive possible et protéger les gens les plus fragiles. Je voudrais quand même rajouter ça parce que c'est assez fondamental. Merci. Merci Hélène. Peut-être une dernière question pour Christine Lagarde. Malheureusement, on arrive au terme de notre session. Vous avez évoqué tout à l'heure, Christine, le rôle des banques centrales, de la banque centrale que vous présidez, justement le rôle éminent au plan économique et dans la question qui nous occupe. Il y a eu tout récemment un arrêt de la Cour de Karlsruhe qui concernait non pas spécifiquement la question que vous avez évoquée, mais globalement un programme de soutien à l'économie qu'avait mis en œuvre votre prédécesseur. La Cour éminente, c'est le tribunal le plus élevé en Allemagne, vous demande de justifier votre action et en quelque sorte menace d'imposer à la Bundesbank, la banque centrale allemande, de ne plus participer aux œuvres collectives que vous présidez. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous croyez qu'il y a dans ce jugement une menace sur l'action future de la banque centrale et notamment en matière d'accompagnement de transition énergétique? Non, je ne pense pas que ça constitue une menace pour la raison suivante, c'est que la Banque Centrale Européenne et tous ceux qui composent l'eurosystème sont soumis à la compétence de la Cour de justice des communautés européennes et à aucune des cours constitutionnelles de l'un quelconque des États membres. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle allemande a rendu une décision le 5 mai à l'encontre du gouvernement allemand et à l'encontre du Parlement allemand, en leur demandant de vérifier la proportionnalité qui était appliquée en termes de critères pour définir des politiques accommodantes mises en place dans le passé. Il s'agissait du programme d'achat d'obligations d'État. Et les autorités allemandes ont trouvé avec intelligence et avec élégance une solution qui permette de répondre à cette question. Nous, à la BCE, nous avons facilité cette opération. Et ça a été d'autant plus simple de le faire que nous avons toujours utilisé le critère de l'efficacité, le critère de l'effectivité et le critère de la proportionnalité pour calibrer une politique monétaire non conventionnelle, c'est-à-dire accommodante. Donc je pense que cette décision a été rendue, elle a été reçue par ceux auxquels elle s'adressait, qui ont répondu de manière, je pense, tout à fait là aussi proportionnelle et intelligente, et je pense que ça clôt ce débat-là, sachant qu'on aura forcément d'autres débats judiciaires devant de nombreuses instances, mais en dernière analyse, la BCE est soumise à la juridiction, à la compétence de la Cour de justice des communautés européennes. Merci à vous. Merci à vous tous. On arrive au terme de notre session passionnante, foisonnante, avec beaucoup d'idées, un certain nombre de consensus aussi, et notamment autour de votre présentation, Hélène. Et les débats se poursuivent bien sûr sur ce sujet et sur bien d'autres. Vous savez où les retrouver sur Internet. C'est les rencontres d'Aix en Seine 2020. Merci de nous avoir suivis et bonne journée.